Merci, mon cadeau. C'est bon, ça marche, Christian?
Bonsoir à tous. Ravie d'échanger avec vous ce soir à l'occasion de notre seconde visioconférence en direct. Nous répondrons donc à toutes vos questions posées dans le forum du MOOC et aux questions que vous nous poserez aussi en direct dans le chat qui est prévu à cet effet dans le menu à droite de votre écran. Vous êtes actuellement près de 16 000 participants à suivre ce MOOC. Alors, nous essayons de répondre au plus vite à toutes les questions que vous nous posez sur le forum. Et dans ce forum, il y a vraiment beaucoup de questions. Et puis, vous avez été aussi très nombreux à partager vos planches ambiance dans ce forum et puis également dans le groupe fermé du MOOC. Alors, on vous remercie bien sûr très fort pour votre participation et tous les échanges aussi que nous avons ensemble. Maintenant, je vais laisser la parole aussi à Elsa Brel et à Roberto Drapon pour qu'ils se... Roberto, Elsa, je vois pas Elsa sur l'écran. Elsa. Bon, bah, Roberto, alors. Très bien. Donc Roberto Drapon, je suis enseignant formateur au sein de l'école La Fabrique, l'école de la mode et de la décoration. Mes spécialités sont plutôt les matières et matériaux, ainsi que deux pièces techniques que sont la cuisine et la salle de bain. Donc je forme des décorateurs, mais aussi des concepteurs en agencement de cuisine et de salle de bain. Alors, est-ce qu'on a Elsa avec nous? Moi, je vous entends. Voilà, voilà Elsa, magnifique, bienvenue. Ça y est, on te voit, on ne te voyait pas. Merci Elsa, si tu as 2 secondes pour te présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Elsa Brel, je suis décoratrice d'intérieur depuis 2011. J'ai suivi une formation de décoration à l'école La Fabrique en 2009. Je travaille avec des particuliers et des entreprises. J'assure l'étude des projets, le suivi de chantier jusqu'à la réalisation des travaux. Je travaille en collaboration avec des architectes pour des petits projets et des projets de plus grande envergure. Merci à tous les deux. Et donc, moi, je suis Michèle Goutani, je suis chef de projet innovation et prospective donc à La Fabrique, qui est l'école des métiers de la mode et de la décoration de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et on remercie également Christian Faudéré. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est derrière. En fait, il nous accompagne dans ce MOOC, notamment sur tous les aspects techniques, mais pas que. Alors, on va commencer cette visioconférence par une série de questions et ensuite nous demanderons à Elsa et à Roberto leurs conseils sur certaines planches ambiance sélectionnées dans le forum et également sur Facebook. On va revenir dans cette première partie à la partie du cours qui concerne les couleurs. Nous avons eu effectivement beaucoup de questions concernant les... Voilà, je suis en train de regarder pour partager les fichiers parce qu'on a eu beaucoup de questions concernant les... J'y arrive. Sur les notions de dégradé, d'aplat et de camailleux. Alors, est-ce que Elsa, vous pourriez nous donner les définitions de ces trois? Et là, je vais partager une photo. Alors, voilà, je vais la partager, Elsa, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur cette photo. Alors, cette photo, c'est quoi? C'est un dégradé ou c'est un camailleux? Alors, c'était bien un dégradé de vert, donc du coup, diminution ou l'intensification, c'est la définition, progressive d'une couleur. On voit que dans la partie haute du rideau, on a du blanc, enfin très léger, et qui va se dégrader progressivement vers un vert plus profond dans le bas du rideau. Donc ça, on est sur un dégradé. Voilà, on est sur un dégradé, exactement. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur cette photo. Je pense que c'est plutôt la seconde qui a posé problème. Alors, attends, justement, la seconde, je suis en train de la chercher. Alors, pardon, c'est pas celle-ci. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc là, on est sur, effectivement, est-ce que là aussi, c'est un dégradé ou est-ce que c'est un camailleux? Alors là, non, on est sur un camailleux. Donc, c'est une peinture dans laquelle n'est employée qu'une seule couleur, mais dans différents tons. On voit que sur cette photo, on a plusieurs tons de bleu. On a le bleu des murs, le bleu de la plinthe, le bleu de
du dessus de lit, on a même le bleu sur quelques accessoires comme le réveil. Donc la différence entre le camailleux et le dégradé, c'est que le camailleux n'emploie qu'une seule couleur dans différents tons, alors que le dégradé, en revanche, peut être une diminution ou une intensification progressive d'une couleur, voire de plusieurs. On peut avoir un dégradé de plusieurs couleurs. Et donc, ça nous emmène vers une autre question qui nous est posée par Niki8394 qui nous demande de lui expliquer la différence entre la monochronie et le camailleux. Alors, il se trouve que le camailleux est monochrome dans la mesure où il n'utilise qu'une seule couleur. Voilà. Mais c'est vrai que en décoration, quand on parle de monochromie, on parle souvent de blanc, de couleur voilà, d'intérieur blanc. On verra un petit peu plus loin dans les questions. Je vais essayer de détailler les différentes valeurs de la couleur blanche. D'accord. Alors, dans le même quiz, justement, on a eu aussi de nombreuses questions concernant la couleur complémentaire du gris. Parce qu'il est dit dans le cours que la couleur complémentaire du gris est le rouge. Et ici, dans cette photo qu'on va partager maintenant, la couleur complémentaire était le vert. Alors, comment est-ce qu'on interprète cette question du quiz, Elsa? Alors, en fait, c'est vrai que peut-être on a fait un abus de langage ici. Parfois, il faut détacher les exemples du cours. Là, ce qu'on voulait faire remarquer aux gens, c'est qu'il y avait bien une couleur qui se démarquait. Donc, cette couleur, elle va réveiller l'ensemble de gris qu'on voit, le gris sur les murs, le gris des objets, de la décoration, du mobilier, etc. Et donc, c'est ce vert qui apporte un tonus dans la photo et qu'on a appelé couleur complémentaire, mais qu'on pourra appeler peut-être une couleur mineure. Voilà. Mais effectivement, le vert n'est pas la couleur complémentaire du gris. C'est ça qui a posé problème dans les quiz. Alors, on va rebondir justement sur ce que vous êtes en train de dire. On nous a beaucoup demandé comment est-ce qu'on trouve la couleur complémentaire d'une autre couleur? C'est assez simple, le principe est simple. Les couleurs complémentaires, elles sont aussi appelées couleurs opposées. Donc, ce sont les couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Donc là, comme vous pouvez le voir, le rouge et le vert, le bleu et le orange, le jaune et le violet. On va rester dans la couleur, toujours parce qu'on a été interrogé sur le sujet de la règle des 3 couleurs qui a fait donc couler beaucoup d'encre dans le forum, d'autant plus que dans les témoignages des professionnels, donc des anciens qui sont des diplômés de la fabrique, certains s'en affranchissent, d'autres préfèrent travailler sur les matières. Qu'est-ce que vous en pensez? Roberto peut-être, ou Elsa, je ne sais pas, comme vous voulez. Vas-y Roberto, je complète. Ouais, alors en réalité, il y a aussi cette histoire de pièces. Encore une fois, il y a des pièces où il peut y avoir beaucoup de matière. Je parlais de pièces techniques tout à l'heure, comme la cuisine ou la salle de bain. Il peut y avoir un ensemble de matières et de matériaux qui sont utilisés. Donc, on préférera peut-être fonctionner sur les matières et les matériaux plutôt que sur les. Ensuite, dans le cadre de la décoration, il y a quand même des tonalités que l'on va sortir en se disant que ce ne sont pas des couleurs. On pourra parler du blanc, du noir, mais aussi des tonalités de gris et de marron que certaines considèrent comme des non-couleurs. C'est encore une manière de voir les choses. Alors, si on rappelle, on peut déjà rappeler ce que c'est que la règle des 3 couleurs. Donc, elle implique maximum 3 couleurs par pièce, c'est-à-dire une couleur dominante dans la plus grande proportion, ponctuée de 2 autres couleurs. Mais évidemment, il n'y a pas de bonne réponse à cette question parce que c'est avant tout équilibre. Et c'est pour ça que certains s'en affranchissent. Parce qu'il faut évidemment imaginer que dans une pièce, apporte de la couleur les matières, les sols, le mobilier, les accessoires, et qui font partie intégrante des couleurs de la pièce. Voilà. Donc c'est pour ça que chaque décorateur s'approprie un peu cette règle et peut parfois la transgresser. Donc, ce qui veut dire que cette règle, les 3 couleurs, s'appliquent à la fois sur les murs, les sols, le mobilier, donc le canapé, les chaises, la table basse, tout est compris. Voilà, pas uniquement les murs. Ouais, la semaine dernière, aussi effectivement de proportion et de se dire qu'il pouvait y avoir une couleur majeure qui serait là
pour moitié ou pour 2/3 de la pièce. Et ensuite, les 2 autres couleurs ne devraient représenter que moins de la moitié ou voire même qu'un seul tiers. D'accord? Donc on va prendre un bleu par exemple, et puis ensuite on remettra du jaune et du vert, mais ce jaune et de vert ne devrait représenter qu'à toutes les 2 réunies que 25% de la valeur de la couleur. Des équilibres à trouver. Nous avons été également interrogés sur les blancs. Nous disons dans le cours que le blanc et que les blancs ont des valeurs différentes qui accrochent l'œil en faisant jouer les matières. Elsa, est-ce que vous pourriez nous préciser les différentes valeurs d'un blanc en décoration? Alors oui, bien sûr. Donc il existe de nombreuses nuances de blanc qui permettent de le moduler et d'obtenir dans chaque pièce une atmosphère plus particulière. Donc on a ce qu'on appelle le blanc froid et en opposition le blanc chaud. Après, entre ces deux blancs, on a une variété de blancs que je vais vous lister. Donc on a le blanc pur, qui est le plus lumineux, donc il va être idéal pour des espaces assez contemporains, design, épurés, dans lequel on va pouvoir mettre en opposition le noir ou alors des couleurs graphiques assez fortes. Ensuite, vous avez le blanc rosé, donc c'est des blancs avec des touches de rouge, de marron, plus doux, qui va apporter plus de douceur, de chaleur. Des blancs un peu jaunis, qu'on peut appeler parfois coquilles d'œufs, qu'on peut retrouver, qui apportent de la chaleur, par exemple, dans les pièces mal orientées, peu ensoleillées. Ensuite, vous avez plus actuels, plus délicats, qu'on va retrouver principalement dans les appartements haussmanniens qu'on a déjà abordés, qui font ressortir souvent ces parquets en bois chaud, ces parquets de chêne, qui sont les parquets point d'Hongrie, souvent dans ce type d'appartement. Et blanc bleuté qui se rapproche un peu du blanc pur, des blancs très très froids. Voilà, c'est à peu près le panel des blancs que vous pouvez avoir, donc qui peuvent donner des ambiances très différentes selon les pièces, tout en ayant la sensation que chaque pièce est blanche. Donc c'est ça qu'on appelle des blancs cassés. Voilà, exactement. D'accord. Alors avant de passer au gros sujet du jour qui sont les planches ambiance, nous allons répondre à cette question qui est très symbolique du MOOC. Dans le cours, en fait, nous avons parlé de l'esprit français. Alors 2 questions viennent à l'esprit quand on parle d'esprit français, c'est qu'est-ce que l'esprit français? Est-ce qu'il y a un esprit français? Et s'il y a un esprit français, est-ce qu'il y a d'autres esprits? Est-ce qu'on nous cite en question, est-ce qu'il y a l'esprit américain? Voilà. Elsa, Roberto, je ne sais pas qui veut répondre. Elsa. Alors en termes de décoration, c'est vrai que c'est difficile de décrire ce qu'est l'esprit français. Ce qui pourrait en ressortir, c'est une décoration qui prône une certaine excellence, un certain raffinement. Vous voyez, en tout cas, c'est à ça qu'on pense dans les pays étrangers quand on parle de French touch. Un esprit créatif également en termes de décoration. Surtout un savoir-faire unique, façon à la française, exactement. Après, pour ce qui est d'autres styles, par exemple le style américain, c'est pareil, il y a une variété de styles américains. On peut avoir le style des années 60 vintage, le style loft new-yorkais, le style ranch western. Donc c'est difficile de définir un style par pays. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Roberto, vous voulez compléter? Oui, l'ensemble est dit. Effectivement, l'esprit à la française, il y a aussi cette histoire de marquer des époques. C'est vrai que l'histoire des arts à la française est très très ancien, donc on peut aussi parler de l'esprit italien. Alors maintenant qu'on retrouve plus dans la partie meubles, ils savent faire du très beau design de meubles, ils savent faire de l'architecture extérieure intéressante, les Italiens, et ils se sont un petit peu perdus dans la déco intérieure. En France, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir peut-être 4 ou 5 siècles d'histoire avec des empreintes très très marquées, très datées, et c'est ce qui fait vraiment notre particularité. Les Russes vont être marqués par 2 époques très fortes, et puis c'est tout. Nous en France, on a effectivement, comme disait là très justement Elsa, cette espèce d'excellence à chaque fois dans le détail et dans l'ensemble des matières, des matériaux. Je pense que c'est ce qui fait l'esprit français. Est-ce que c'est lié un peu à de l'artisanat aussi? Oui, bien sûr, un peu.
Oh, ouais, c'est Ça forcément en lié fait à partie. l'artisanat. Ouais, 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 ça en fait partie. Et la particularité en France, cet échange qu'il y a pu y avoir entre les artisans. Les gens ont réussi à travailler les uns avec les autres, les menuisiers avec les spécialistes de l'inox, le travail du verre. Alors on a des maîtres verriers, on a des ébénistes, mais ils ont su travailler ensemble et créer des choses somptueuses. On a fait des meubles où on alliait du collage, du verre, du métal, et ça depuis très. Donc c'est une force là aussi sur le territoire français. Alors, on va commencer notre long point sur le concept de la planche ambiance. On vous a montré ce que c'était dans la semaine 3, donc les ambiances. Et là, maintenant, on va travailler ensemble sur la réalisation d'une planche ambiance. Alors, Elsa, déjà, qu'est-ce que pour vous une planche ambiance? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on s'en sert dans la décoration? Et après, on regardera aussi quel message délivre une planche ambiance. C'est Alors, une important, ça. planche, bien sûr. Donc, une planche, on peut appeler ambiance ou tendance, qu'on appelle aussi mood board en anglais, parce que si vous faites des recherches sur le net, vous aurez besoin de ce mot. Donc, c'est un support comprenant toutes les informations nécessaires pour décrire un style, un univers, une ambiance. Donc, cet outil sert de communication pour parler d'un projet, donc soit à un client ou soit à vous-même si vous voulez définir une ambiance une pièce de votre maison, etc. Voilà, c'est vraiment un outil de communication. Comment définir une ambiance, un style? C'est toujours plus facile de montrer un visuel que de parler d'une couleur, par exemple. Vous voyez? Donc, dans une planche, on reprend toutes ces informations. Donc, je vais vous lister un peu des exemples de contenu. Donc, en général, on y trouve des visuels d'ambiance destinés à recréer le style qu'on souhaite. On peut avoir des échantillons de matière, une gamme de couleurs, une gamme de matériaux, des exemples de mobilier et d'accessoires, et parfois des titres ou des mots-clés qui peuvent compléter la description de la planche. Voilà. Mais bon, on en reviendra, peut-être on reparlera de ça à la fin, mais il faut savoir que la réalisation d'une planche, elle n'est pas codifiée, elle n'est pas formatée. Chaque décorateur a sa propre façon de faire. Voilà. Donc là, nous, aujourd'hui, on vous a demandé un exercice, donc on vous a listé certains points, mais il faut garder à l'esprit que la planche est très personnelle selon les décorateurs et il faut y mettre beaucoup de sens. C'est sa sensibilité propre en termes de décoration. Pour vous, Roberto, quel message doit délivrer une planche ambiance? La planche ambiance, elle doit effectivement déterminer question sur le style et sur l'ambiance, essayer de séparer les deux. Pour moi, le style, c'est quand quelque chose est très très marqué et qu'on a réussi à définir un style. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Et puis après, définir une ambiance. Alors l'ambiance, ça peut être plus chaleureuse ou une ambiance plus froide, une ambiance cosy. Voilà, là, c'est plus du style, c'est vraiment de l'ambiance. Et ça va être une manière de définir un certain nombre de termes et de mots de vocabulaire. On utilise tous les mêmes mots, mais on leur donne pas forcément la même signification. Et la planche, elle nous permet de nous accorder. Donc, ça veut dire que si un particulier, un privé, si moi, je veux refaire, si j'ai un projet de décoration, j'ai besoin de faire une planche ambiance. Et qu'est-ce que ça m'apportera de faire ça, Elsa? Ça vous permettra de vous projeter dans l'ambiance que vous souhaitez plus facilement. Parce que ça reprendra les codes du style que vous souhaitez, les couleurs, les matériaux, le style de mobilier, etc. Et pour moi, l'intérêt que ce soit le client qui fasse sa planche, c'est que je vais enfin pouvoir comprendre le terme qu'il va utiliser. Quelquefois, on me parle d'une tendance, je sais pas, cosy, parce que c'est le dernier cas concret que j'ai eu, mais cosy, pour moi, ça veut pas dire grand-chose en réalité. Donc, si j'ai pas une planche tendance qui exprime la définition de mon client, je peux pas forcément avancer. Donc là, une planche tendance qui sera réalisée par vous, Michel, ça va me dire, voilà, moi, voilà ce que j'entends par ethnique, par cosy, par chaleureux, voilà ce que c'est, voilà ce que ça définit. Et donc l'image parle parfois bien plus que quelques mots.
Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on fait une planche tendance pratiquement? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Elsa, Alors, vous c'est un avez peu, commencé un peu à voilà, nous c'est en un peu parler, ce que mais j'ai mmh. listé tout à l'heure. Donc, un ou plusieurs visuels qui va se rapprocher donc de l'ambiance qu'on souhaite créer. Donc, idéalement, si vous souhaitez refaire un salon, bah, d'avoir une photo de salon ou une chambre, la photo d'une chambre. Y mettre des éléments, une gamme chromatique, donc qui va définir l'ambiance colorée de la pièce, du mobilier, des accessoires qui peuvent être des luminaires, un tapis, assez variés, et puis apporter un titre parfois pour exprimer la destination de la planche, un espace, quel lieu de vie, etc. Et donc, est-ce qu'il faut faire une planche tendance pour tout l'appartement, pour toute la maison, ou est-ce qu'il faut faire une planche tendance par pièce? Moi, j'aurais Roberto? tendance à dire par... Vas-y, Roberto. Pareil, par pièce, on peut pas faire une planche tendance. Enfin, on peut pas. On pourrait éventuellement pour un petit appartement, un studio, se dire on fait une planche tendance. On le fait par exemple en merchandising. Ça, ok, pour un point de vente, mais en décoration d'intérieur, ça me semble compliqué. On aura encore une fois les pièces techniques, les pièces à vivre. Donc, il nous faut une planche par pièce. C'est vraiment plus simple. Et quand bien même on aurait un fil conducteur qui serait repris dans chaque pièce, on pourrait le mettre dans chaque planche pour, par exemple, une maison avec plusieurs pièces. On pourrait faire une planche unique en disant la gamme couleur va être déclinée dans les différentes pièces. Et après, pour chaque pièce, refaire une planche en précisant le style de mobilier et voir prendre cette même couleur et la décliner dans différents styles, par exemple. Alors, Charada nous demande si on doit faire apparaître dans les petits carrés de couleurs sur une planche ambiance. Et est-ce que si oui, est-ce qu'on doit mettre les tons neutres? Euh, je l'avais noté. Oui, ouais, ouais, bien sûr, les tons neutres comme les tons crème, comme le gris, bien évidemment, ça peut apparaître sur cette planche tendance, si tant est que ça fait partie des coloris majeurs qui seront Voilà, utilisés. c'est ça. Oui, Tout pour dépend de moi, l'importance dans le projet. D'accord. Alors, nous avons sélectionné quelques planches ambiance parmi donc toutes celles qui ont été postées dans le forum et sur la page Facebook du groupe fermé du MOOC. Et comme l'exercice final, donc vous avez compris, sur cette 4e semaine, consiste à réaliser une planche ambiance, il nous a semblé intéressant de vous apporter quelques conseils pour continuer à vous accompagner dans votre progression. Donc là, on va prendre en fait quelques exemples donc des grandes thématiques qu'on vous a proposées, et on va commencer donc par la thématique et on va vous demander, Roberto, Elsa, de bien vouloir commenter ces planches ambiance. Voilà, on va pouvoir le faire maintenant. Je les partage. Donc là, on est dans l'ambiance industrielle. Il y a 3 planches ambiance. Je ne sais pas qui veut commencer, Elsa ou Roberto, pour nous donner votre regard et vos conseils par rapport à ces 3 planches ambiance qui sont présentées. Elsa? Elsa, vas-y, commence. Ouais. Alors, donc dans ces 3 planches, on voit bien par exemple que dans la première, on a assez peu d'informations sur la destination de la pièce. On a une enfilade de 3 photos, écrit en gros planche d'ambiance qui ne va pas nous apporter grand-chose. Les visuels sont assez jolis, malheureusement, ils ne nous traduisent pas exactement quelle est la volonté, quel est le message qu'on souhaitait faire passer. Donc là, je pense qu'il y a une erreur déjà de conception de la planche dans l'organisation de la planche. Donc attention à ne pas multiplier trop de visuels et à les hiérarchiser. En mettre un peut-être qui va être représentatif du thème, suffisamment gros sur la planche, mettre des visuels plus petits, voire pas d'autres. Mais là, vous voyez, il y a une succession de photos qui nous dit assez peu de choses. Donc je pense que cette planche, elle est un peu à retravailler. Pour celle du dessous, attention aux effets graphiques sur les planches. Là, vous voyez, on voit qu'il y a un travail de composition, mais en même temps, c'est un peu le même problème. L'idée ne passe pas. On a indiqué ambiance industrielle, mais les visuels sont trop petits pour comprendre vraiment le message.
Donc attention aussi à la proportion des photos, des visuels, c'est très important. Et enfin, la troisième planche, alors là, malheureusement, je pense qu'elle est vraiment à retravailler parce qu'on a trop de visuels qui déjà ne sont pas forcément de bonne qualité. Attention à vos choix de visuels. Attention à ne pas faire des planches trop chargées, à coller les éléments les uns aux autres, tirer les planches. Et encore une fois, pensez au message que vous voulez délivrer. Là, on a une succession de salons, la photo d'un bâtiment, mais on n'arrive pas vraiment à lire quel est le sujet. Ouais, le lien entre les... ouais, non, c'est pareil. C'est-à-dire que le lien entre les bâtiments et après le portrait, alors je sais pas si c'est Marilyn Monroe, je vois pas très bien ici. Enfin, j'ai du mal à trouver le lien qu'il pourrait y avoir entre les deux et surtout avec le titre de la planche qui est ambiance industrielle, chic. Là, c'est vrai qu'il y a un petit peu de mal. Puis il y a trop de choses sur les deux photos du bas. Et puis je te rejoins sur le côté graphique. Il y a les deux autres premières, enfin les premières planches là sont très graphiques finalement par leur format et leur dessin. Ça dessert peut-être l'idée d'avancer sur une ambiance que l'on voudrait démontrer. Ouais, il faut faire attention de miser sur le contenu, vraiment. Ouais. Là, pour le coup, il y a eu un travail sur la forme, mais le fond, le message n'est pas passé. Je voudrais juste apporter une précision parce qu'il y a eu des remarques là-dessus au niveau, je crois, de la page. Au niveau d'utilisation des photos pour faire les planches ambiance, soyez très prudents effectivement d'utiliser des photos qui soient gratuites et libres de droit. Voilà, pour pas qu'il y ait effectivement de soucis par rapport à ça. On va passer maintenant à une autre ambiance qui a eu beaucoup de succès et qui a inspiré beaucoup d'entre vous. Donc là, on est sur l'ambiance tropicale. Il y a 4 planches donc dans ce visuel. Elsa ou Roberto, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, alors c'est pareil là sur la première tropicale. Bon, ok, les feuilles, d'accord, mais c'est peut-être pas suffisant et ça manque. D'un côté, on a des feuilles, puis d'un autre côté, on a beaucoup d'objets qui sont recentrés. Puis après, on revient sur du noir et blanc. Il y a un lien que j'ai du mal à comprendre. L'idée de la gamme chromatique est, elle, par contre, intéressante, je trouve. Ouais, On a les couleurs, ça, je trouve ça très très sympa, mais par contre, voilà, trop de feuilles à mon goût pour la première, celle du haut. Celle du bas, c'est pareil, j'aurais un petit peu de mal à m'y retrouver. Ambiance tropicale, exotique. Ouais, non, j'ai un peu de... Ouais, il y a de un lien, ça manque de lien. de lien véritablement. En haut à droite, avec de la mer. Là, on n'est plus trop sur le tropical, on est plutôt au bord de mer. Là aussi, hein, c'est pas évident. Vous allez, ouais, on va peut-être être un petit peu dur mais là, ouais, ça fait assez bord de mer. Plus bas, bah, là, c'est pareil. Je lui trouve un côté très moderne, mais pas tropical. Ah, la douche, ouais, oh là là, ouais, d'accord. Le ciel de tête qui pourrait imiter la cascade. Ouais, il faut aller chercher loin. Faites attention. Faites des choses simples. Faites des choses simples. Allez pas trop chercher l'idée secondaire ou tertiaire. Ben, du coup, le koala, voilà, c'est peut-être un peu too much, là, sur la Ouais, planche aussi, du bas. ouais, Voilà, ouais. le koala. Alors moi, j'avais trouvé une planche un peu esprit tropicale, bon, qui est un peu chargée, mais vous voyez qui apporte des jolis visuels et une belle gamme couleur. Je ne sais pas si vous la voyez, oui. Oui, oui, on la voit, Elsa. Oui, Ouais, on la voit. Et c'est vrai que c'est un peu le problème du thème tropical, c'est que ça devient vite chargé, quoi. Voilà, c'est ça. Ça joue un peu la surcharge, mais Ouais, pour autant, les visuels étaient assez jolis et la ouais. gamme, voilà. J'ai eu du mal à trouver des planches tropicales aérées. Alors, je te laisse remettre d'autres photos. Oui, alors il y avait encore aussi
de planches exotiques, enfin tropicales. Donc, je voulais avoir, c'est intéressant aussi d'avoir votre retour. Donc, exotique noir et blanc et puis ambiance tropicale. Alors typiquement, dans la première version, dans le haut, on voit que le problème, en fait, c'est la liste, enfin ce que j'appelle parfois la liste de courses, c'est l'accumulation d'objets et de mobilier en bas et qui sont pas du tout proportionnés. On voit bien que le canapé est tout petit par rapport à la suspension. Donc ça, attention, parce que du coup, c'est pas lisible. Et puis, j'ai tendance à dire que pour faire une planche, il faut aussi hiérarchiser les objets. Par exemple, privilégier de mettre les tapis dans le bas de la planche et puis les suspensions, les luminaires dans la partie supérieure. Parce que du coup, là, on voit que le visuel est assez joli. Bon, c'était audacieux de parler d'exotique et de mettre du noir et blanc. Mais en fait, l'œil se perd avec trop d'éléments. Et puis, trop d'éléments, certains n'ont pas d'intérêt. Par exemple, le petit éléphant au milieu. Voilà. Donc, par exemple, cette planche, elle a une bonne base. Elle mérite d'être retravaillée et réorganisée. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre à peu près combien d'éléments dans une planche ambiance pour avoir une stabilité, pour bien accrocher l'œil? Bon, je sais pas, 5, bon, 6? c'est 5-6, voilà, maximum 7, si vraiment vous avez un élément important. Qu'est-ce que va apporter cet objet sur la planche? Voilà. Par exemple, là, l'éléphant, qu'est-ce qu'il apporte? Assez peu de choses. Vous avez déjà tout résumé dans l'ambiance, le papier, les coussins, les matériaux des suspensions, vous voyez. Mais du coup, voilà, limiter certains objets qui font, enfin, qui du coup perdent un peu l'idée principale. Roberto, un commentaire? Ouais, non, pas plus de commentaires là sur cette page-là, mais effectivement, bien ordonner la planche en fonction des éléments qu'on met, ça me semble aussi important. Ouais. Alors, on va partager une autre planche qui est celle de Blandine qui nous propose son concept de planche ambiance terrasse tropézienne. Alors, Elsa, est-ce qu'on peut trouver nous-mêmes des thématiques et faire des planches selon nos envies, selon ce qu'on aime? Oui, bien sûr. Ben, par exemple, moi j'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez que le rendu couleur est très joli. On a une belle harmonie. Le choix de la gamme est assez audacieux, de mélanger ce beige, bleu et gris. Bon, peut-être un peu beaucoup de visuel, mais je la trouve quand même bien organisée. On a laissé des espaces entre les photos, ce qui fait que les photos respirent, vous voyez. Bon, le problème après, c'est quand les photos sont un peu trop petites, on a du mal forcément à les lire. Par exemple, en bas, je ne sais pas ce que c'est, des fleurs. Peut-être en mettre un peu moins et les grossir davantage. Mais c'est déjà un beau travail. Ouais, pareil, là, je serais du même avis. J'aurais peut-être enlevé le dégradé qui va du bleu au blanc, puisqu'on l'a déjà dans les petits cercles pour cette nuance de bleu. On le retrouve un peu partout pour agrandir peut-être davantage les autres visuels. Et après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Terrasse tropézienne, pour moi, ça veut absolument rien dire. Je suis plus un garçon de l'Ouest que du Sud de la France. Et donc voilà, donc ça va m'aider à comprendre votre définition de la terrasse tropézienne. D'accord. Alors, on va continuer avec une planche qui nous est proposée par Messade63, qui nous propose une planche ambiance sur la thématique marron, beige, vert. Ça vous parle? Alors, attention là, à limiter les fonds de couleurs. Vous voyez, là, on a un fond vert d'eau très fort qui, du coup, met en relief, certes, les photos, mais pas joliment. Ça aurait été plus judicieux, par exemple, d'utiliser ce vert dans une gamme couleur, donc de reprendre justement ces thèmes marron, beige et vert, que de le mettre en fond. On va passer à une autre type d'ambiance qui est intéressante et qui a été très travaillée et très postée aussi sur le forum. Ce sont les ambiances vintage. Et donc là, on a deux planches ambiance qui nous sont proposées, donc vintage 10. Elsa, Roberto, vos regards, votre Alors avis. là, on voit bien que sur un même sujet, on a deux planches complètement différentes. On voit bien qu'il y en a une qui est lisible et l'autre qui ne l'est pas. Donc celle du haut, on a un visuel qui regroupe clairement l'ambiance, le style, le choix du mobilier, la couleur, le luminaire. On a un papier peint, une gamme couleur,
un ou deux accessoires. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre davantage. On comprend pertinemment le sens de la planche. En revanche, sur celle de droite, l'œil se perd, les photos sont beaucoup trop petites, aucune n'est mise en valeur, il n'y a pas d'organisation dans la planche. Et on voit clairement que, par exemple, la photo en haut à droite, il y a trop de petits éléments qui rend la lecture impossible. La planche, elle a été justement, moi j'allais dire organisée, avec 4 photos dans les 4 angles, avec une centrale, et finalement on se perd en lisibilité. C'est assez étrange. Bon, la photo qui est en haut à droite, effectivement, on voit. Moi, je vois pas ici. Hein, je suis pas sûr que même si j'avais une planche devant moi, je comprendrais mieux cette photo-là. Et typiquement, là où il y a la télévision avec le meuble en dessous et le papier peint, là, j'aurais bien divisé le meuble, mettre le meuble d'un côté pour comprendre de quel type de pièce je parle, et puis reprendre le motif de ce papier peint qui est très caricatural de cette période. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a trop de détails sur cette photo de droite, quoi. C'est un peu compliqué. Pour refaire une précision sur la planche en haut, vous voyez, pas hésiter à superposer parfois les visuels. Là, le fait d'avoir mis le papier peint derrière les visuels, ça anime un peu la planche. 20 ans en arrière, après les années 70, l'ambiance vintage des années 50, là, on a 4 planches ambiance qui sont toutes un peu différentes et on a trouvé que c'était intéressant de les juxtaposer et puis d'apporter un regard par rapport justement à ces 4 propositions. Elsa? Alors, la première planche, je la trouve assez réussie. Je trouve dommage que les visuels soient aussi serrés, et il y en a peut-être un peu trop. Manque une gamme couleur qui pourrait peut-être nous apporter davantage d'informations que, par exemple, la photo au milieu, je ne sais pas, qui représente un pain dans les verres. Oui. Donc voilà, retravailler la gamme couleur sur celle-ci. Pour la planche du dessous, je la trouve réussie aussi, mais en revanche, je suis un peu sceptique quant au fond vert, qui trahit un peu la gamme couleur, qui pour le coup était assez bien réussie, qui reprenait le jaune moutarde de l'époque et un dégradé de bleu-vert. Et ce vert anis perd un peu l'œil, je trouve. Et c'est dommage parce qu'on avait un joli choix de visuel. La planche était aérée et assez parlante. Je te laisse faire les autres, Roberto. Ouais, en tout cas, sur l'anis, sur celle du haut, la cuisine, parfait, très très bien, j'adore. Le sujet est forcément intéressant puisqu'on parle de cuisine. Par contre, pour les couleurs, je vois pas l'intérêt de répéter les petits carrés, les petits rectangles bleus. Ok, il y a une histoire de proportion à amener, mais je pense qu'il aurait fallu l'amener autrement. J'ai l'impression qu'il y a du bleu déjà dans la photo de la cuisine, il y a du bleu sur le fauteuil. Voilà. Et alors, autre petit détail aussi, d'un côté il y a la cuisine, de l'autre côté il y a le séjour. C'est là où vous voyez, il est peut-être intéressant de faire 2 planches, une pour la cuisine et une autre pour le séjour, parce que j'ai l'impression le séjour ne sera pas traité tout à fait de la même manière que la cuisine. On a une cuisine jaune, bleue avec de l'inox, et puis le séjour me paraîtrait peut-être un petit peu plus neutre. Enfin, peut-être que je vois mal, mais il y a peut-être deux planches pour celle-ci. Celle du bas, on a effectivement nos couleurs qui sont référencées, on a des meubles, c'est bien. Il n'y a que la photo en haut à droite où là aussi ça a l'air d'être une cuisine, mais par contre il y a trop de détails dans cette cuisine. Mon œil est attiré par cette petite. Soit la photo est trop petite, il aurait fallu l'agrandir, soit il aurait fallu prendre un détail de cette photo. Voilà, mais je les trouve plutôt bien réussis dans l'ensemble. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant sur cette dernière planche, c'est l'organisation un peu asymétrique. Ouais. Vous voyez, qui est assez audacieuse et des petits cachets intéressants. Ouais. Alors, on va profiter
de ces planches donc qui étaient sur les années 50 et 70 pour revenir à une question de Havan Ranter qui nous dit avoir été très intéressé par les vidéos sur les premières semaines concernant la thématique observer l'existant. Elle s'interroge sur les traceurs de style abordés, comme typiquement les logements des années donc 60 et 70, qui font souvent l'objet d'une rénovation en profondeur. Ils présentent souvent des parquets en pin en quinconce, parfois relativement peu appréciés, des plafonds bas, beaucoup de cloisons non porteuses, et malgré les tendances vintage, ces lieux sont rarement considérés comme charmants. On a déjà eu une question un petit peu dans ce sens-là la semaine dernière, et Avant Ranter souhaiterait avoir vos avis, sur les éléments qui respectent l'historicité de ces bâtiments et qui ajoutent du charme. Elsa? Alors, peut-être Roberto, dans un premier temps, tu peux parler de l'architecture de ces appartements. Oui, Après, moi, ouais, je parlerai de la décoration. ouais, effectivement. Alors sur le principe de l'architecture, c'est vrai que dans les années 60 et surtout 70, on avait ces constructions d'appartements et de maisons où il n'y avait rien de porteur à l'intérieur. Et donc, au-delà de l'économie, c'était aussi peut-être d'avoir des maisons ou des appartements qui étaient modulables et de pouvoir s'adapter dans le temps. Donc, ça offre quand même un confort pour pouvoir se caler sur les différentes saisons, sur les différentes époques, pardon, pas saison. Donc ça a quand même cet avantage-là. Et ensuite, alors effectivement, vous avez raison, il y a des gens qui suppriment tout, mais on trouve encore maintenant à la vente des maisons qui ont été construites dans les années 60-70 et qui sont encore dans leur jus avec la même répartition de pièces, les mêmes cloisons, les mêmes couloirs, on le trouve encore. Donc faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, encore une fois, ça peut avoir une importance. Certaines personnes sont attachées à ça. Ça permet aussi à un bien immobilier de conserver entre guillemets sa valeur sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une maison qui a été construite dans les années 70 et qui a une architecture intérieure qui est fidèle aux années 70, bah cette maison, elle se démode pas. Alors que quand vous avez une maison des années 70 et à l'intérieur, vous avez fait quelque chose d'ultra contemporain, quelquefois, ça choque un petit peu, ça ne matche pas. Donc là, on sort un peu du cadre de la déco d'intérieur, mais plutôt de la valorisation du bien. C'est encore un autre sujet. Et alors après, dans la question impliquée, comment apporter du charme à ce type d'appartement? Donc il y a beaucoup de moyens. Après, ça veut dire peut-être repeindre les sols, par exemple. Ce type de parquet, c'est vrai qu'il ne plaît pas forcément. Apporter des moulures au plafond, sur les murs, retravailler les rythmes des murs. Apporter une déco peut-être un peu vintage des années 70 qui resterait dans son jus, dans son esprit. Travailler sur des luminaires chinés, des matériaux, des rideaux, des matières naturelles, des linges, des rideaux. Enfin, vous voyez, il y a d'apporter du charme à ce type d'appartement. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on va passer toujours dans les planches ambiance. Alors voilà, si j'arrive à la partager. Donc là, on aborde une nouvelle thématique au niveau des planches ambiance qui est voilà l'ambiance bohème gypsy. Donc là, on a deux planches ambiance. Je sais pas, l'un ou l'autre, comme vous voulez, Alors pour apporter votre regard. Pour la première en haut, j'aime beaucoup l'ensemble. Je trouve que c'est très joli, c'est harmonieux. On a des beaux visuels. Bon, attention à la photo de mode qui peut-être sort un peu du cadre. On est sur des planches ambiance de décoration. Mais bien sûr, on peut faire des planches tendance dans la mode. En revanche, celle de droite, je la trouve un peu plus confuse. On distingue assez peu la photo de droite, peut-être un peu trop surchargée. Et bon, à partir du moment où la planche s'appelle Gypsy Bohème, qu'on a déjà des photos un peu bohème, pas nécessaire de rajouter la photo, vous voyez, des pieds avec les bracelets, tatouages, pas jouer forcément la surenchère sur le sujet, mais plutôt là, travailler les gammes couleurs, par exemple. Ouais,
truc, c'est que ça serait intéressant de les montrer à mes collègues du merchandising à l'école, parce que ça, c'est le genre de planche qui leur plairait. D'accord, mais on est sur la planche de merchandising, on est là pour du retail, peut-être pour faire un style de boutique pour des fringues ou des objets de mode. Donc super intéressant pour le merch. J'ai l'impression de retrouver un peu quelques éléments qui plairaient à mes collègues, mais effectivement, on s'éloigne de la déco d'intérieur. Là, on va passer à l'ambiance shabby chic. Donc là, c'est une planche sur cette thématique. Vous en pensez quoi? J'en pense que pour faire une planche ambiance, il faut déterminer un espace à décorer. Et là, pour le coup, alors effectivement, on est bien dans du shabby chic, on a des meubles peints, travaillés, dans des nuances pastel, mais on ne comprend pas quelle pièce ça concerne. Bon, à gauche, on distingue peut-être une cuisine, mais on a une accumulation de photos qui, pour le coup, par exemple, ça pourrait être une marque de brocante en ligne qui repeint des meubles, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça ne nous indique pas réellement la décoration d'une pièce définie. Ouais, même commentaire que tout à l'heure sur le mood board d'une boutique que d'un particulier, à mon avis. Alors, on va passer maintenant à 3 planches qui nous ont été proposées sur la thématique de l'ambiance scandinave. On va commencer par Roberto cette fois pour avoir la parité. La parité. Scandinave. Alors, la première planche me semble plutôt bien. Après, voilà, le style scandinave, c'est toujours un peu dépouillé. Plutôt bien, on sait dans quelle pièce on se trouve. On se trouve dans un séjour, ça me va bien. Il manque quand même la gamme chromatique. Et cette fois-ci, j'aurais presque tendance à dire qu'il y a trop de superposition de photos. On est bien content, mais là, il y a presque trop de superposition et on finit par perdre un certain nombre de proportions pour la première. Sur la deuxième, là, on est un peu partout dans la maison. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mieux de sélectionner une pièce parce que là, ça mériterait une, deux, trois, ça mériterait 4 planches tendance. C'est-à-dire que là, c'est parfait. La photo du bas, si vous voulez, vous prenez chaque photo d'un meuble ou d'une fonction, parce que là, je vois une salle de bain, et ça pourrait être la photo de départ d'une planche. Et à ça, on rajouterait la gamme chromatique, les matériaux. Enfin, voilà, si on devait donner des conseils pour les planches à venir pour la semaine prochaine, eh bien, ça serait ça. Je pense que ça serait ça. Parce que là, on est plutôt en fait dans le carnet de tendance. Là, oui, typiquement, on est dans le carnet de tendance. Et c'est ce que mes clients vont m'apporter en disant voilà comment on voudrait voir notre appartement ou notre maison, mais c'est l'ensemble de la maison. Donc après, on sera obligé de travailler. Est-ce que c'est au déco de travailler chaque planche par rapport à ça? Est-ce que c'est au client de la développer? Je sais pas. Je garderai mon avis là pour le coup. Ensuite, la dernière. Je vois pas le lien avec ces couleurs vert. Ah, peut-être pour la plante, ouais, c'est compliqué là aussi, hein. Le vert n'a pas lieu d'être là, le coloris terracotta, enfin, non. Là, il y a un petit problème sur les couleurs, à mon avis. Je sais pas, Elsa? Oui, pour cette dernière planche, là, c'est dommage parce qu'il y avait un joli travail sur la couleur et le choix des visuels. Vous voyez, sur la partie, on pourrait la scinder en planches. Donc, sur la partie droite, on a une cohérence des ambiances. En revanche, on n'a pas de relation vraiment avec le style scandinave, si ce n'est quelques éléments en bois. Voilà, le gros défaut de la planche, c'est de retravailler la gamme. Le vert, là, il n'y a pas lieu d'être, même si on apporte des plantes, évidemment. C'est dommage qu'il y a des bonnes choses, mais ça mérite d'être retravaillé. Et puis, pour la première, je suis un peu d'accord avec toi. Le style est là, mais il y a trop de photos, trop de superpositions. Il manque la gamme. Pour l'ethnique scandinave, bon, ça pourrait être un sujet intéressant, mais voilà, là, on parle de trop de pièces pour que ça figure sur une même planche.
On va passer maintenant à quelque chose de bien différent qui est l'ambiance mix and match. Là, on a 3 planches qui nous sont proposées, qui sont un petit peu différentes les unes des autres, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, Elsa. Alors oui, on est d'accord que le mix and match, on est sur quelque chose de chargé, donc on peut se permettre de charger la planche, mais pas trop. On voit bien que la première, il y a beaucoup trop d'informations. On n'arrive pas du tout, elle n'est pas du tout lisible. On distingue pas les visuels, on distingue pas la gamme couleur. On a mis certaines photos de biais, il y a un effet graphique, mais qui n'a pas lieu d'être là. Donc trop confuse. La seconde, on a une belle harmonie de couleurs, même si on n'a pas la gamme, mais il n'y a rien qui me parle vraiment de mix and match dans cette photo, si ce n'est la photo de droite, avec un ensemble assez classique et une peinture murale très marquée, vous voyez. Mais l'ensemble ne traduit pas vraiment une ambiance mix and match. Et puis pareil, la photo de superposition, visuel, laissez respirer les planches, faites des fonds blancs, espacez les photos. Et puis attention à la taille des photos, là où on a une chaise Le Corbusier qui est minuscule en bas, voilà, qui a un élément fort, qui pourrait être un élément fort dans une proposition mix and match, et là qui disparaît complètement, qui est perdu dans la masse. On va peut-être passer à la suivante qui est toujours du mix and match parce que gros succès aussi pour ça. Donc là, on a 2 planches différentes sur cette thématique. Votre regard, peut-être Roberto cette fois. Ouais. Effectivement, je vais répéter ce que vient de dire Elsa, mais le mix and match, ok, on vient mixer et matcher, mais là, à force, il y en a trop et on finit par plus voir grand-chose. Mix and match, encore une fois, c'est pas forcément multiplier les couleurs et multiplier à l'infini les styles. Alors là, je vous donne un avis très très personnel. Pour moi, le mix and match, encore une style qui doit être représenté, mais à l'ordre de 25%, comme les couleurs de tout à l'heure. C'est ce que je préfère, moi, mais c'est pas une règle de décoration. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec celle-ci. On revient encore. Ici, une salle de bain, ici, une cuisine, ici, une entrée, ici, un salon avec une cheminée, là, enfin, salle à manger et salon. Voilà, ok, c'est un fil conducteur pour une maison, mais pas une planche tendance. Sur cette photo-là, mixed and match. Bon, là, c'est pareil, je vois pas le mixed and match. Le canapé qui a été restylisé, on a mis un tissu très contemporain sur quelque chose d'un peu, bon, pourquoi pas, mais c'est pas suffisant. Là, pour le coup, on a d'un côté beaucoup trop et de l'autre pas assez. Ouais, pour revenir à la première, je trouve que c'est dommage qu'il y avait vraiment des jolis visuels. C'est une planche qui mérite d'être retravaillée parce que par exemple, si on voulait parler que d'une salle à manger, on conserverait l'espace avec les chaises de toutes les couleurs, la vaisselle, la photo avec le vaisselier, même le bougeoir, enfin le chandelier. Et vous voyez, on pourrait la réorganiser. Et il y avait des choses très intéressantes, l'accumulation des couleurs, des matériaux, des motifs. Et ça se perd un peu avec tous ces visuels qui, au fond, ne sont pas tellement mix and match en plus autour. Voilà. On va changer d'ambiance, on va partir dans l'ambiance contemporaine design. Là, on a 3 planches qui sont sur cette même thématique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur une thématique, on peut avoir plein de regards différents. Et donc, voilà, Elsa, peut-être votre regard à vous par rapport à ces projets. Je la trouve assez intéressante, la première, avec la gamme de jaune et noir. Je trouve qu'elle est assez bien proportionnée. Les visuels sont intéressants, ils sont bien placés. Bon, alors on part parfois pareil, d'une cuisine, salle à manger, salon. Mais ça pourrait être par exemple un espace ouvert, vous voyez, une cuisine ouverte sur un salon, salle à manger. Je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Et alors, pour revenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tout au début de nos échanges, on parlait de message. Et donc, dans cette planche-là, quel est le message qui est délivré ?
on est sur une base assez neutre de gris, de noir, de blanc cassé, et on vient réveiller par un élément, par une couleur forte, le jaune. Donc, soit sur des éléments du mobilier, soit en décoration sur un tableau, sur du linge, des coussins. Et on peut même suggérer une partie de la cuisine en jaune dans la partie basse. Vous voyez? Bon, ça peut être un travail sur la couleur dans une maison, ça pourrait être intéressant, par exemple. Comment proposer du jaune dans, je vous dis, un espace ouvert, cuisine, salle à manger, salon, par exemple. J'entends moi aussi, ouais, je vois bien le lien d'un espace ouvert entre cuisine et salon, salle à manger. Je ne sais pas si la personne qui a fait cette planche est avec nous ce soir, mais ça serait intéressant d'avoir son avis, savoir quel message délivrer là-dessus. Et sur les deux autres, votre regard? Alors, pour la deuxième à droite, malheureusement, on a trop peu d'informations. On a une succession de sièges contemporains, mais qui nous dit assez peu de choses, en fait. On a une photo, un visuel, un dessin, une 3D. Vous voyez, on a toute cette partie blanche à gauche qui perd un peu l'œil. Non, celle-ci, elle est à retravailler. On a des petits carrés de matériaux, mais qui sont perdus, qui flottent sur la planche, qu'il aurait fallu peut-être regrouper et indiquer une gamme couleur. Trop peu d'informations. Et sur celle d'après? Ambiance moderne épurée. Roberto, peut-être? Ouais, alors cette fois-ci, vous allez dire qu'on peut se contredire, mais c'est la réalité en décoration. Cette fois-ci, le noir souligne bien l'ensemble. Et donc, autant on évite d'avoir des fonds colorés, noirs ou blancs, c'est peut-être plus passe-partout. Et là, ça prouve bien qu'un fond noir peut bien mettre en valeur les photos, et il y a un vrai lien sur la partie séjour. Alors après, la photo du milieu, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une baignoire? Une baignoire. Ouais, d'accord. Donc là, encore une fois, ça fait des espaces ouverts comme ça, mais pour moi, c'est dommage de situer deux pièces très différentes sur la même planche. Je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi pour le fond noir, qui met vraiment en valeur les visuels qui sont clairs. Mais ça pourrait être, par exemple, vous voyez, une photo pour une marque de vitrage, par exemple. Vous voyez, on a ces grands vitrages qu'on retrouve au petit haute là, du séjour, dans la salle de bain ou la porte en bas. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on est sur une maison? Est-ce qu'on est sur... Bon, voilà, quand on traite une salle de bain et un salon dans une même planche, il faut quand même qu'il y ait un sens au départ. Alors celle-ci, vous l'avez bien aimée, j'ai l'impression. C'est Victoria CNH qui nous propose sa planche ambiance terracotta. Elsa, pourquoi? Oui, moi je l'ai bien aimée en effet, je la trouve agréable à regarder, facile à lire. Le seul reproche que je lui ferais, c'est d'avoir trop élargi la gamme couleur. Du coup, voilà, se recentrer un peu sur les coloris. On est dans cette gamme d'ocre, terre de sienne, brun, etc. Peut-être retravailler 3-4 couleurs, y apporter peut-être une touche de vert, comme ce vert qu'on voit dans le visuel du haut, pour la rehausser. Mais j'aime bien le travail, le choix des visuels et le travail graphique de la planche. Je trouve Donc là, le message, c'est quoi? Le message, une chambre, a priori. Ça pourrait être un appartement ou une maison de vacances, une déco un peu à la fois bohème, chic, avec des matériaux naturels, du bois, un pan de mur en aplat dans une couleur terre de sienne, terracotta. Non, je trouve qu'elle est assez lisible. On arrive bien à se projeter dans une ambiance. Ouais. Et alors après, ça va, parce que je vois beaucoup de commentaires sur les photos libres de droit et tout. C'est qu'en fonction de l'outil que vous allez utiliser, de la quantité de photos, c'est difficile d'avoir une gamme chromatique qui se tienne bien. Donc encore une fois, prenez pas nos propos pour des propos trop acerbes. Les planches sont plutôt pas mal, voire même très belles. Celle-ci, elle est, je sais pas avec quel outil elle a été faite, mais je la trouve particulièrement réussie. Ouais. Mais c'est un travail difficile.
va passer sur une autre ambiance. Là, vous avez 2 planches ambiance classiques qui sont un peu différentes l'une et l'autre. Roberto, peut-être? Ouais. La planche, alors la photo du bac est ici. Alors ça, c'est intéressant. Notre gamme chromatique. Donc si ça, c'est le bois qui est représenté ici, ça servait peut-être pas à grand chose de le rajouter là. Surtout qu'il est caché, puis on sait plus trop ce que c'est. D'accord, on a du mal à faire le lien entre ce parquet qui est ici et le parquet qui est là. Bon, c'est pointe de Hongrie, ok, d'accord. Donc ça, c'est, il faudrait enlever le fond et je pense qu'on gagnerait en lisibilité. Euh, celle-ci, celle-ci, je l'aime bien. Après, c'est la manière ordonner les photos. Si je reprends les conseils d'Elsa, qui sera plus pointue là-dessus que moi, cette partie-là, elle devrait être positionnée en haut. D'accord, c'est des luminaires qui sont au plafond. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on va les mettre au plafond. C'est de comprendre encore une fois ce cheminement. Elsa? Ouais, c'est vraiment le seul reproche que je lui ferais, parce que je la trouve très belle. Je trouve que Ouais. le découpage est intéressant. J'aime beaucoup la gamme. C'est une bonne idée C'est un- d'avoir choisi des coussins qui représentent la couleur. Les visuels sont très jolis. Il y a une ambiance douce. On arrive vraiment à imaginer ce type d'espace. Effectivement, Il voilà, faudrait le seul juste reproche, lui ça serait mettre un titre. l'orientation. Il faudrait Et lui lui mettre mettre un un titre. titre. Exactement. Voilà. Alors, on va bientôt terminer, mais on va passer d'abord par une ambiance ethnique. Elsa? Alors, celle-ci, bon, on a bien compris qu'on est sur une ambiance ethnique. Elle est peut-être un peu trop chargée. Et puis, encore une fois, attention à la proportion. Ce visage-là qui est très présent au milieu de cette planche, est-ce qu'il définit vraiment l'ambiance? Pas vraiment, vous voyez. On ne sait pas pour autant si on parle d'une chambre, d'un salon. Voilà, il ne suffit pas de mettre des photos ethniques, il faut quand même parler d'un espace dédié. D'accord. Et on va passer, là, ça va être, oui, dans les dernières aussi, celle-ci, une ambiance steampunk. Donc voilà, moi je voulais avoir votre retour parce que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Ça ne me parle pas beaucoup. Je ne sais pas Ouais. vraiment ce que ça veut dire, sincèrement. Voilà. Non, ouais, moi non plus. Donc, je reviens encore sur l'explication que j'ai donnée au tout début. Peut-être que pour la personne qui a fait cette planche steampunk, ça correspond à quelque chose qu'il a vu, qu'il a lu. Il a peut-être vécu une expérience steampunk. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est et jamais de la vie il pourra me le décrire avec des mots. Je pense que là, c'est impossible quand on voit le lien qu'il peut y avoir avec cette espèce de fauteuil, de canapé cuir façon club avec des bibliothèques. Il y a un mixte de choses qui est quasiment inexplicable. Donc, pourquoi pas, on peut créer sa planche et ça va me permettre, moi, de comprendre. Parce que là, pour le coup, je pense que je suis capable de proposer quelque chose. Je pense que je peux Ouais, le moi je pense fixer. qu'on peut lire une ambiance un peu style anglais, Ouais. mélangée à de l'industriel. On a beaucoup de métal, on a des couleurs sourdes, vous voyez, une ambiance un peu masculine. Mais Ouais. voilà, essayer de terminer ce qu'est le steampunk, ça reste encore un peu confus. Ouais, je vois le commentaire de Christelle qui dit un peu rétro-futur. Ouais, il y a un peu de ça, Pas ouais, mal. rétro-futuriste, c'est pas mal, ouais, c'est ça. C'est pas Ok. mal. Merci. Elsa, je ne sais pas si vous avez des planches Alors j'en ai à nous quelques-unes, montrer pas et avec des nombreuses. commentaires, ça permettra de bien comprendre le concept, je trouve. Voilà, j'ai trouvé cette planche qui est assez bien organisée, sage et texture naturelle. Donc vous voyez la gamme couleur qui est sous forme de coups de pinceau au centre. On a le sol en haut à gauche, un point de Hongrie. On a les luminaires, donc comme je vous disais, la suspension qui est en haut à droite. On est dans un appartement, on a un salon, une chambre. Ouais. Et la gamme couleur est assez belle, je la trouvais assez harmonieuse. Donc là, on est plutôt sur une planche tendance globale d'un appartement. Voilà. Ça Voilà. pourrait être par Et exemple un studio, vous voyez, on a un espace avec un salon,
Et puis on reprend ce vert là sur les murs. Voilà, Mais il est là, préférable quand même, comme on le disait tout à l'heure, de faire une planche par pièce, par voilà, espace. exactement. Bon, là, c'était une planche qui était un peu générale, mais c'était pour vous montrer surtout l'organisation. D'accord. Alors ensuite, j'en ai sélectionné 2, mais qui sont des planches un peu plus précises. Voilà, ça, ce sont des planches qui sont dans un projet, par exemple, de chambre, pour une chambre. Donc, vous voyez, un visuel, 2 visuels, et puis après, des éléments de mobilier, une gamme couleur. Bon, là, c'est une planche un peu plus aboutie parce qu'on a déjà des mais on arrive tout de suite à imaginer l'ambiance. On a la couleur du mur, on a le style du mobilier, la décoration et les accessoires. Et enfin, une dernière. Et ça, c'est un exemple de planche pour une salle de bain. Donc, typiquement, voilà, dans une salle de bain, pour faire une planche pour une salle de bain, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de visuels. Voilà, on sait que dans on aura des vasques, soit une baignoire, soit une douche, etc. Donc là, 2 visuels suffisent. L'élément fort là, de la planche, c'est le matériau, le marbre. On a une gamme couleur qui est réduite à 2 coloris. Et puis le style du carrelage et les accessoires, les luminaires et le robinet. Voilà. Parfois, peu d'informations suffisent à vraiment visualiser l'ambiance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roberto. Ouais, non, mais là, typiquement, puis là, je retrouve bien les pièces techniques, c'est ça. Donc, on a les matériaux, les couleurs, voilà, juste 2 visuels, c'est suffisant. Vraiment, c'est suffisant. Elle parle d'elle-même. Et quel que soit le volume de la pièce et quelles que soient les dimensions, on va réussir à s'y retrouver. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour le moment en termes de planche. Alors maintenant, on va regarder la planche ambiance de Paul Andrea. Et on l'a gardée pour la fin, cette planche ambiance. Pourquoi? Parce que si nous avons bien compris dans les échanges qu'on a eus avec lui sur le forum, on a compris que Paul Andrea avait 11 ans. Et donc, on s'est dit que même à 11 ans, on pouvait faire de très belles planches ambiance, que la valeur n'attendait pas le nombre des années. Donc, bravo Paul Andrea, vraiment, c'est beaucoup de courage. Et on a trouvé vraiment que c'était un exercice qui était plutôt bien maîtrisé par Paul Andrea. Elsa, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, vraiment bravo, hein, bravo pour l'investissement dans ce MOOC. Et bon, effectivement, il y a encore quelques petites choses à corriger, mais c'est déjà très prometteur. Voilà, on a fait le tour. On a été fin sur les planches ambiance. On espère que ça vous a aidé et on va revenir pendant 2 petites secondes sur les modalités de l'exercice final de la planche ambiance. Donc, un espace dédié sera ouvert pour que vous puissiez déposer votre planche ambiance en format JPEG et cet espace dédié sera ouvert à partir du 18 mai jusqu'au dimanche 24 mai. Donc, entre le 18 et le 24 mai, il y aura un espace dédié. Vous pourrez télécharger votre planche ambiance en format. Ensuite, cette planche ambiance sera évaluée par vos pairs et l'évaluation commencera le lendemain, donc le 25 mai jusqu'au 2 juin. Et vous devez, chacun d'entre vous, à partir du moment où vous déposez une planche, si vous voulez avoir l'évaluation globale, vous devez corriger, évaluer 5 planches ambiance. Et il faut que votre planche ambiance soit évaluée par 3 participants. Et donc, à partir de là, il y aura une note globale pour cet exercice. Et moi, je voulais avoir votre regard, Elsa et Roberto, c'est comment est-ce que on doit évaluer une planche ambiance? Comment est-ce que quelles sont les grandes thématiques qu'il va falloir évaluer quand vous-même aussi vous évaluez une planche ambiance? Alors, on reprend un peu la grille de.
On peut. Oui, je peux le faire. Déjà sur les premiers points, donc la planche ambiance doit être livrée en format JPEG. Ça Ouais. équivaut à 1 point. Mhm. La planche est lisible, il faut qu'elle ne soit pas pixelisée, donc ce sera 1 point. La planche pardon, doit comprendre plusieurs éléments, au moins 5 éléments, 2 points. La planche s'inscrit dans l'un des 11 thèmes proposés, 2 points. Et là, on voit bien que dans le forum et même sur la page Facebook, il y a d'autres thématiques que les 11 qui ont été proposées, qui ont été réalisées. Là, on vous demande de vous en tenir aux 11 thématiques qui sont proposées, aux 11 ambiances qui sont proposées. Ensuite, la planche dispose d'un titre, 2 points. C'est pour ça que tout à l'heure, on en parlait. La planche propose un univers graphique cohérent entre le thème et le titre. Et vous avez vu que dans les planches qu'on a abordées, certaines parfois n'étaient pas forcément en cohérence entre le titre et le thème. Et aussi, bien sûr, sera évaluée la qualité de la mise en page et le traitement des éléments graphiques. Donc voilà, il y a toutes ces thématiques-là et il y a le message. Et on vous préconise aussi, vous l'avez bien vu, je ne sais pas, Elsa et Roberto, si vous êtes d'accord avec moi, de plutôt vous concentrer sur une seule pièce. Ce sera plus Oui, simple. ce sera plus simple déjà. Et puis peut-être préciser dans le contenu, sur les éléments apportés, idéalement de faire figurer une gamme chromatique D'accord. en plus des visuels. Donc, Ouais, la gamme chromatique, les matières et matériaux, les oubliez pas, les occultez pas. Ça va être important. On est en décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est des matériaux pour le sol. Ça peut être aussi des matériaux pour les murs. Et donc, ça peut être les papiers peints. Donc, essayez de penser à ça et de faire des propositions aussi dans ce sens-là. Plutôt que de mettre 3 visuels sur la même pièce, aller chercher un visuel de matière ou de matériaux pour deux visuels de la pièce. Et c'est justement tout l'intérêt de la planche, c'est d'apporter des visuels ensemble et de voir si ça match justement. Vous voyez, d'avoir un visuel, d'apporter par exemple un papier peint avec un type de sol, un type de mobilier et de les voir ensemble sur la planche et de se dire ah non, tout compte fait, j'aurais pas mis ce genre de mobilier avec ce papier peint, etc. C'est ça qui doit vous faire avancer, c'est le cheminement pour réaliser sa planche. Michel, je reprends les commentaires. La gamme chromatique avec les couleurs que vous allez utiliser, donc 2 ou 3 couleurs. On a vu que c'était un peu la règle à respecter, en tout cas la plus simple à mettre en application. Et après, il y a les matières. Et non, ce sont bien 2 choses bien distinctes. Vous pouvez très bien avoir une gamme chromatique avec du terracotta et du verre, et puis à côté, représenter un matériau qui sera en terre cuite, par exemple. D'accord? Donc ça sera 2 choses distinctes pour moi. Je voudrais juste rappeler, parce que je vois effectivement dans les commentaires, il va y avoir une rubrique qui va s'ouvrir dans laquelle vous retrouverez, qui va s'appeler évaluation par les pairs. Donc, elle va être ouverte à partir de la semaine prochaine. Et dans cette rubrique, vous retrouverez tous les critères. Mais je veux bien, bien sûr, les remettre demain sur le forum et dans la page Facebook. C'est avec plaisir, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions effectivement sur les histoires de photos. C'est pareil, je pourrais peut-être vous donner des précisions peut-être dans le forum et sur Facebook. Voilà, comment on peut vous envoyer la planche, c'est ce qu'on vient de dire. Il y aura un espace dédié dans lequel vous pourrez le déposer. Donc, une fois que ces planches auront été déposées, une fois que elles auront été corrigées, évaluées par les pairs, nous, on va retenir les meilleures planches donc qui auront été évaluées par les pairs. Et ces planches, elles vont être soumises à un jury qui sera donc composé d'Elsa, de Roberto. Il y aura également Françoise Baudin qui va venir nous rejoindre, qui s'occupe de la formation continue à la fabrique. Elle en est responsable. Il y aura aussi Odile Boussireau qui est enseignante à l'école et moi-même. Donc, on va se réunir la semaine d'après. Donc, ça va être la semaine du 2 juin, pardon, début juin. Sans doute, on fera aussi un jury en visio. On va voir. On s'adapte un petit peu aussi au fur et à mesure et on va déterminera la meilleure planche tendance de la deuxième session de ce MOOC et la personne qui va gagner sera invitée à venir participer à une journée de cours
sur la thématique du papier peint. C'est une thématique très, très spécifique. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous donner tous les éléments. Il y a à la fois dans le forum, à la fois sur la page du groupe fermé Facebook. On essaye de vous renseigner au fur et à mesure et pour que tout puisse bien se passer. Alors, on va terminer cette visioconférence par quelques dernières questions qui sont un petit peu plus générales, parce qu'on avait dit qu'on ferait 1 heure, mais on a déjà un peu dépassé, on est un peu bavard, mais c'était important quand même de se centrer sur cette question de la planche ambiance. Et donc, Agnès nous demande comment faire pour réaliser une vraie ligne forte sur un mur pour apaiser le regard et créer l'harmonie. Ça, on en a parlé en 2e semaine, parce que pour Agnès, en effet, comment est-ce qu'on peut décorer une pièce à moins de ne mettre quasiment rien, parce que si on veut gagner, en fait, si on veut garder, la même ligne forte, finalement, on met plus rien dedans. Elsa? Alors en fait, tout est une question de trouver un équilibre en fait dans l'aménagement d'une pièce. Donc évidemment, il n'est pas question de faire uniquement des intérieurs minimalistes, mais de réfléchir à l'emplacement de chaque objet, de chaque décoration, de chaque accessoire. Donc vous pouvez avoir très bien un canapé qui sera positionné devant un mur. Alors déjà, un canapé n'est pas forcément devant un mur. Il y a certaines maisons, certaines pièces qui permettent d'avoir des canapés qui sont au milieu de la pièce. Mais en imaginant qu'on est dans une pièce avec un canapé, on peut très bien avoir et puis une lampe à côté sans que ça casse complètement cette fameuse ligne. L'idée, c'est de ne pas être dans la surenchère. Par exemple, si vous avez une fenêtre, de mettre un tableau à un autre niveau et puis de mettre un miroir à un autre. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Donc, si on a un mur, évidemment, quand on a un mur devant lequel est adossé un canapé, on peut se permettre de décorer ce mur sans problème, sans perdre cette ligne, si vous voulez. C'est vrai qu'on a un petit peu exagéré dans le cours pour permettre aux gens de comprendre. Mais en pratique, on a le droit de se lâcher un petit peu sur la décoration. Roberto, vous souhaitez apporter des commentaires? Non, tout va bien? Pas plus de D'accord. On a 3 questions sur les tapis qui nous ont été posées. Alors, la première, on voit dans de nombreuses décorations des tapis de style berbère blanc avec des rayures noires. Ces tapis sont inclus dans des ambiances scandinaves comme haussmanniennes, alors que ce type de tapis serait plutôt une ambiance ethnique ou mix and match. Est-ce qu'on peut associer un tapis berbère à tous les styles? Oui, c'est vrai qu'à l'origine, ces tapis assez marqués sont devenus assez utilisés dans différents styles, dans de nombreux styles, que ce soit un appartement de style haussmannien ou une maison de campagne. En fait, sont assez neutres, tout à fait, ils sont blancs, crème, se marient et puis adoucissent, voire cassent un peu certains intérieurs un peu trop stricts. Alors aujourd'hui, on les renouvelle un peu ces tapis en faisant justement cette ligne de couleurs, en y apportant certains motifs et puis en les déclinant avec des franges, des choses comme ça. On peut les utiliser dans de nombreux styles aujourd'hui. On est loin du style ethnique qui les caractérisait à l'origine. Fifi Rosy nous interroge sur les matières des tapis ainsi que leur forme qui doit changer a priori suivant le lieu à décorer. Sa question est la suivante: quelle forme de tapis choisir pour une chambre d'enfant de 9 mètres carrés? Serait-il possible d'avoir une explication concernant les formes à préconiser suivant le lieu à décorer et la superficie? Alors les formes à préconiser, c'est toujours difficile de dire ça quand on ne connaît pas l'esprit, la taille de la pièce, etc. En revanche, pour les enfants, privilégier des tapis assez petits, surtout sur une chambre de 9 mètres carrés, plutôt des tapis de couleur avec des motifs, et puis des tapis suffisamment épais, assez doux, parce qu'on sait que les enfants aiment jouer par terre, et puis peut-être avec en forme d'animaux. Il existe aujourd'hui une grande variété de tapis pour les enfants, donc le choix est vaste. Alors, une autre question sur les tapis. Quid du tapis dans un séjour? On le pose devant le canapé ou sous le canapé pour englober l'espace? Quelle est la règle à privilégier? Pas de règle véritablement à privilégier, parce que là, ça va dépendre du volume de la espace complet de la pièce et aussi de la taille du canapé. Donc, on peut très bien vouloir mettre en avant le canapé ou le fauteuil
sur un tapis en le positionnant dessus et en le centrant, mais on peut aussi travailler une espèce de ligne d'avancée dans la pièce en se disant je commence par mon canapé et puis au pied de mon canapé commence mon tapis qui va rentrer dans le salon. Donc là, il n'y a pas de règle, c'est vraiment une histoire de surface et de dimensionnement. Donc là, il y a des équilibres à trouver. J'ai sélectionné plusieurs photos avec des tapis. Je vous les partage. Donc, vous voyez là, typiquement, on a un grand tapis qui englobe complètement et qui délimite vraiment l'espace salon dans un grand volume, là. Après, on a un autre tapis. Donc, pareil, voilà, qui délimite l'espace salon. Et j'ai le même tapis. Voilà, là, vous voyez, ça reprend la suite de l'appartement et ça englobe complètement le salon. Après, vous pouvez avoir un tapis plus petit qui va mettre en valeur une table basse, par exemple, qui va souligner le mobilier ponctuellement. Mais vous voyez que pour un même espace, un même tapis, il peut être utilisé à des fins différentes. Ouais, sur la photo précédente, le tapis marquait aussi une circulation finalement, sans passer forcément sous la totalité du canapé. Donc là aussi, on peut souligner l'ergonomie et les passages grâce à ces tapis. Et puis parfois, ça peut servir à prolonger les perspectives, vous voyez. Alors, Mireille nous pose une question. Mireille souhaite décorer ou redécorer son grand salon salle à manger de 7 mètres sur 4,50 mètres de haute et avec une hauteur sous plafond de 2,60 mètres. Sa pièce bénéficie d'un double éclairage avec une porte-fenêtre sur un des deux murs orientés quasi plein est, donc le côté salon, et une large fenêtre à la française avec deux larges vantaux et deux petits de chaque côté orientés quasi plein ouest, donc sur le côté salle à manger. Et Mireille souhaite savoir comment elle pourrait optimiser au mieux ces deux éclairages naturels opposés. Roberto? Alors, pour optimiser l'éclairage, je ne suis pas sûr de bien saisir. Si on veut optimiser l'éclairage, c'est le rendu de la couleur. Donc, pour moi, la semaine dernière, j'avais donné une combine qui était de peindre des carrés de couleurs au mur pour voir comment la couleur réagissait à la lumière. Effectivement, un éclairage d'est et d'ouest ne donnera pas tout à fait le même ressenti de couleur. Donc, il va falloir tester. Et c'est vrai qu'une tonalité taupe sur un mur face ouest et un mur face est, il y aura peut-être un ressenti différent. Donc, il faut essayer de tester ces parties-là, soit par des cartons que l'on pose, que l'on a peint, que l'on pose dans un mur, soit des carrés que l'on a peints directement sur le mur. Et ça va peut-être nous permettre d'optimiser la lumière et d'avoir la lumière la plus sympa possible et celle qui se rapproche le plus de l'ambiance que l'on veut. Il va y avoir un lien entre la lumière et la couleur des murs. Alors, une autre question, on en a déjà un petit peu parlé lors de la première visioconférence. J'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus. Donc, on a fait déjà une première visioconférence il y a une dizaine de jours. Là, c'est la seconde et c'est la dernière. On n'en fera pas d'autres. Simplement, ce qu'on va faire aussi, c'est que lorsqu'on aura une sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine de planches ambiance, les membres du jury feront des commentaires. Et là, on partagera les commentaires des planches ambiance. Voilà, ça permettra de donner des éléments et de pouvoir toujours, comme on disait tout à l'heure, avoir un regard et des avis sur ce travail-là. Donc, c'est la dernière, voilà. C'est vrai que le cours se terminant, on ne fera plus de visioconférence. Donc, on a une autre question qu'on avait traitée lors de la première visioconférence qui est comment gérer les sols de deux pièces contiguës. Faut-il effectuer une vraie rupture entre les deux pièces, par exemple, avec un carrelage foncé dans une pièce et un carrelage plus clair dans l'autre? Voilà, quels sont les écueils à éviter? Quels sont vos conseils? Encore une fois, ça dépend de quel type de pièce. Est-ce qu'on est sur un salon, salle à manger, une cuisine, un couloir? Est-ce qu'on souhaite démarquer l'espace? Idéalement, dans un petit volume, on va préférer avoir le même sol pour toutes les pièces, mais ça peut être intéressant de démarquer justement pour visualiser, par exemple, une cuisine ouverte, lui faire un
un carrelage, par exemple, dans la cuisine qui sera accolé à un parquet dans le séjour. Bon, il n'y a pas réellement d'écueil dans ce sujet, c'est plutôt encore au cas particulier qu'on peut le traiter. Ouais, pareil, ça va être si on conserve le même sol partout, on va effectivement gagner en volume visuellement, en espace visuellement. L'intérêt de changer le sol, ça va être de délimiter les espaces. J'ai un exemple en tête, un couloir qui faisait 8 mètres de longueur et qui arrivait sur une cuisine et sur une entrée. Et finalement, le choix a été fait de faire le couloir d'une couleur et la cuisine et l'entrée dans une autre, parce que sinon, ça prolongeait encore le couloir de 3 mètres et ça donnait une enfilade vraiment trop importante et c'était pas au goût des clients. Donc, par cas, les mélanges sont possibles. Faut éviter de mélanger, encore une fois, 3 matériaux sur un sol qui serait trop petit, sur une surface trop petite. Donc en fait, mais on peut quand même le faire. Ah, on peut le faire. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et encore une fois, Elsa prenait l'exemple de la cuisine et de la salle à manger. C'est quelque chose qui se fait très, très, très régulièrement en appartement. La cuisine est en carrelage, le reste du salon en parquet pour des raisons techniques et des raisons d'entretien. Ça s'explique, c'est joli et en plus, c'est peut-être plus pratique à l'entretien. Alors, une question fondamentale juste pour terminer cet échange. Comment mêler décoration et développement durable autre que la peinture? Alors déjà, on avait un petit élément de réponse que j'ai trouvé très intéressant de partager avec vous, qui est une planche ambiance qui nous a été proposée sur les notions de recyclage, d'upcycling. Donc ça, c'est déjà une première piste, mais il y en a d'autres. Peut-être Roberto, si vous pouvez nous en dire votre regard là-dessus. Ouais, alors dans le développement durable, pour moi, il y a un triptyque de base qu'il faut avoir en tête. Il y a le côté écologique, parce que souvent on parle de ça avec le développement durable, certes, mais il y a aussi un côté économique. Celui qui vend du développement durable doit pouvoir le vendre à un prix qui permette de vivre, et puis l'acheteur doit aussi s'y retrouver. Et puis après, il y a un côté social, là aussi, ça doit pouvoir créer de l'emploi. Donc développement durable, ça peut être une notion assez complexe, d'accord? Développement durable, pour moi, ce n'est pas que l'écologie. Ça, c'est la première chose. Sur la photo qu'on vient de voir, on avait a priori de la palette, un peu de récupération. Le développement durable, ok, c'est le upcycling, c'est le fait de recycler les choses, mais pas que. Le recyclage, c'est quelque chose à part qui rentre dans cette tendance de do it yourself, de faire soi-même, de récupérer, de donner une deuxième vie. Upcycling, c'est même de prendre quelque chose qui partait à la benne et d'en faire un deuxième élément encore plus joli. La palette, par exemple. Voilà, donc attention à cette dimension sociale importante pour moi dans le développement durable. Il y a des choses à faire, on doit continuer à avancer sur la durabilité des meubles, sur l'éventuel recyclage et deuxième vie. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Un vrai sujet, un véritable sujet que l'on traite à l'école d'ailleurs. Alors justement, on va terminer avec ça. On a eu de nombreuses questions au sujet du métier de décorateur d'intérieur. Donc voilà, comme il y a Elsa, Roberto, il faut en profiter. Voici les questions, je vous les liste comme ça. Comment tirer son épingle du jeu à une période où la déco est à la mode et où tout le monde s'y intéresse? Décoration versus coronavirus, quel impact sur le secteur? Quels logiciels sont indispensables pour exercer le métier? Peut-on vraiment vivre de ce métier, notamment en région? Comment avoir les connaissances techniques pour être crédible vis-à-vis des clients et des profs? Et il y a une question très pointue, quel mode de facturation choisir? Le forfait, un pourcentage sur les travaux, à l'heure? Elsa, vous faites comment? Ça fait beaucoup de Tout va bien? questions. Alors déjà, pour commencer, c'est pas un travail facile. Donc, ça nécessite beaucoup de travail. Il ne faut pas sous-estimer son réseau quand on commence.
Voilà, on commence souvent par les gens qu'on connaît, par les amis des amis, le bouche à oreille. Ça permet de développer son activité. Concernant les connaissances techniques, on en apprend dans les formations, mais on en apprend aussi beaucoup sur le tas, bien sûr. Il faut avoir la chance de travailler avec des équipes fiables, des gens, des entreprises sur lesquelles vous pouvez compter, des artisans qui vont vous aider à justement développer ces connaissances techniques. Ensuite, les modes de facturation, en fait, ça dépend des projets. Moi, je travaille sur les deux. Je travaille au forfait, peut-être sur des petits volumes, sur des rénovations de studios, mais en revanche, au pourcentage, quand je suis sur des plus gros appartements, des plus gros projets. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Ça veut dire aussi que le décorateur, non seulement va préconiser des idées, bien évidemment, mais va aussi derrière, sur certaines missions, suivre le chantier. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en relation avec un cuisiniste, avec un carreleur, avec, voilà, avec tous les corps de métier. Voilà, exactement. Il faut qu'il ait son réseau. Voilà, dans un premier temps, il va facturer l'étude, donc ça veut dire l'étude du projet, la réalisation, la faisabilité, et ensuite la mise en relation avec les différents artisans, les différents acteurs d'un chantier. Donc ça peut être en effet un cuisiniste, un menuisier, un charpentier, une entreprise générale. Ensuite, donc dans ce pourcentage, ça comprend le suivi de chantier, qui est un travail très difficile, laborieux, qui demande une présence constante et jusqu'à la réalisation des travaux, donc, et la fin des travaux, et ensuite la mise en place de la décoration, la réception, enfin ça peut être très très vaste, vous voyez. Roberto, votre regard? En vivre, oui. Enfin, si on fait cette formation depuis quelques années maintenant à la fabrique, c'est qu'on peut en vivre. On est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On fait pas de formation pour passer du temps. C'est des gens qui ont un projet professionnel et majoritairement, ils doivent pouvoir en vivre derrière et on peut en vivre correctement et très bien. Que ça soit en région parisienne ou que ça soit en région, que ça soit en province. Il y a des maisons à rénover partout. On reste dans un pays qui, malgré tout, a un pouvoir d'achat qui va bien. Donc, on vend du meuble, on vend du carrelage et on vend aussi du conseil, ce que fait encore Elsa, ce que j'ai arrêté en grande partie pour ma part. Mais oui, on peut en vivre correctement et partout en France, partout en Europe, un peu partout à travers le monde, j'aurais même tendance à dire. Ça veut dire qu'à la fabrique, effectivement, il y a une formation de décorateur d'intérieur, notamment pour adultes en reconversion. C'est ce que vous avez fait, Elsa. Ouais. Oui. Ouais, c'est une formation qui dure combien de temps? 5 mois. 5 mois. Oui, 5 mois à temps plein. On nous demande beaucoup, Roberto, il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a une partie de la formation qui est à distance ou pas? Non. Alors, oui, ça sera l'impact du Covid et ça a été aussi l'impact des manifestations qu'il y a eu sur Paris cet hiver. Donc, on est en capacité de faire un peu de distanciel, mais non, l'idée c'est de faire du présentiel. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'émotion, il y a beaucoup de choses qui passent par toucher les échantillons, toucher de la matière, avoir le contact avec le formateur. Ça reste quand même une solution idéale. Voilà. Et puis, tout ce qui est travail sur la couleur. Ouais. Tout ce qui est travail sur la couleur aussi pendant la formation, ça peut pas être fait à distance. Ouais, voilà, ça c'est quand même très à faire en distanciel. Sur la partie formation que l'on fait à la fabrique, attention, c'est 4 mois et demi à 5 mois de formation dédiée à l'habitat. N'oubliez pas qu'un décorateur ou un architecte d'intérieur, c'est 3, 4 ou 5 ans d'études. Là, on est focus sur l'habitation. Et comme l'a souligné Elsa, c'est quelques heures de cours. D'accord, il y a 35 heures de face à face avec les formateurs et après il y a du travail à côté à faire. C'est intense. C'est intense. Il y a beaucoup de boulot. On sait ce que l'on demande à nos stagiaires. On connaît aussi la qualité de nos équipes pédagogiques et l'implication qu'ont nos différents formateurs, qui sont en règle générale des spécialistes, des hyper spécialistes par domaine. Donc on a 15 intervenants sur différentes thématiques. Voilà pour la formation
s'il fallait apporter quelques explications. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que voilà, on forme des gens qui veulent faire ce métier, qui veulent en vivre. Voilà, c'est ce qui nous intéresse pour ça. Pour la question sur le Covid et la déco d'intérieur, je vais me garder de commenter. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tôt. On voit ici et là des gens qui nous disent on va revisiter nos intérieurs parce que les gens se sont rendus compte que il y avait peut-être des choses qui clochaient. Peut-être que ça va amener des modifications à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir peur de ces phénomènes d'épidémie, de problèmes écologiques. Sur Paris, on est obligé de rester à la maison parce qu'il y a de la pollution. Et puis après, les mouvements sociaux, ça fait partie de notre vie au quotidien, que ça soit en France, que ça soit en Italie aussi, que ça soit en Allemagne. Et donc, on peut peut-être se poser la question de revisiter son intérieur parce qu'on aura gagné une chose avec ce Covid, c'est de se rendre compte que beaucoup de gens peuvent travailler chez eux tout en étant efficaces. Voilà. Et peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer sur une manière de revisiter la maison. Mais attention, la maison, c'est la maison. C'est pas le boulot. Et là, psychologiquement, il va falloir penser à un certain nombre de choses. Oui, et d'ailleurs, on a ce retour qui est partagé, Roberto, avec une interview de Vincent Grégoire qui est dans le cours, effectivement, qui parle des grandes tendances sociologiques au niveau de l'habitat, au niveau du chez-soi. Et c'est effectivement très intéressant. Et je pense que pendant cette période de confinement, on a tous profité d'un regard différent sur son intérieur. Son intérieur. Ouais. Et le regard des sociologues va être très intéressant. Là, ils sont en train de se faire de la, comme on dit, il y a plein d'enquêtes et tout, et je pense que le travail des sociologues sera intéressant et peut-être que ça changera quelque chose pour nous. Peut-être, c'est pas une certitude. Bon, on va s'arrêter là. On souhaite vraiment vous remercier très très chaleureusement pour votre participation à ce cours, pour votre bienveillance à tous et votre dynamisme, pour vos échanges et toutes vos questions, parce que. Moi, je voudrais dire juste un petit mot pour finir. Oui, bien sûr, Elsa. Juste pour conclure sur toutes ces fameuses règles, toutes ces lignes qu'on doit suivre en décoration, retenir qu'en matière de décoration, le champ du possible est infini. Voilà, et de laisser place à sa créativité. Bon, ça laisse plein d'ouvertures, c'est bien. Plein de perspectives. On souhaitait aussi vous remercier et vous féliciter pour vos travaux, parce que vous avez beaucoup de talent, pour vos échanges aussi, parce que il faut savoir que dans ce MOOC, on est près de 16 000. Il y a près de 16 000 participants. Donc voilà, on essaye de répondre à toutes vos questions, mais je crois qu'il y a plus de 1000 questions qui ont été instruites dans le forum. Donc on essaye de répondre à tout le monde, mais parfois on répond peut-être pas dans la journée, mais on essaye en tout cas de le faire. On est très présent. Faut savoir que ce soir, par exemple, au plus fort, vous étiez 260 personnes à nous écouter, que la vidéo de la première visioconférence a été déjà pratiquement vue par 3000 d'entre vous. Vraiment merci, ça nous touche beaucoup. On est vraiment merci à vous parce que ça veut dire que, a priori, le cours vous a plu et vous avez parfois des encouragements très forts pour nous dans le forum. Donc merci. On espère aussi que ce cours a pu vous accompagner à mieux cerner les fondamentaux de la décoration d'intérieur, que ce cours vous a donné les éléments pour travailler sur vos futurs projets de décoration et pour avoir chez soi où on se sent bien, où il faut rester le plus possible si vous le pouvez, restez chez vous si vous le pouvez. En tout cas, Elsa, merci. Allez, merci à toi, Roberto, merci à toi. Merci à Christian, qui assurait aussi les questions techniques. Et puis voilà, à bientôt. On est encore avec vous pendant deux grosses semaines. Donc votre planche ambiance à déposer à partir du 18 mai, j'y reviens. Et après la correction et l'évaluation par les pairs à partir du 25 mai et le jury dans la semaine du 2 juin. Voilà. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous.